Bon, je vois qu'un certain nombre de personnes sont connectées. On va commencer. Écoutez, je suis très heureuse de présenter cette étude, qui est la première étude que j'ai l'honneur de présenter chez Saper Védéré, qui est effective, qui est bien entendu, comme toujours, un travail collaboratif et collectif des équipes d'analystes de Saper Védéré. Et je voulais aussi remercier dès à présent et très chaleureusement l'équipe de VisiBrain et particulièrement Nicolas Huguenin qui nous a fourni un certain nombre de données qui ont servi de base à cette analyse et donc nous les remercions. Alors, voilà, je pense que maintenant tout le monde voit bien la fenêtre. Ça sera nettement plus pratique, effectivement, pour parler de cette étude, puisqu'on a pas mal de choses à vous présenter. Alors, Cache Investigation, c'était un sujet, et je pense que je l'ai dit à certains d'entre vous, qui me titillait depuis un moment, parce que j'ai accompagné au cours des dernières années des entreprises, des organisations sur l'anticipation, la préparation et puis aussi les réactions à chaud sur Cache Investigation, avec une vraie question qui, je pense, anime encore beaucoup de communicants. Et c'est quel est l'impact réel de Cache Investigation? Est-ce qu'il y a un vrai levier d'influence? Est-ce que ça peut durablement impacter notre business? Qui regarde et comment on commente Cache Investigation sur les réseaux sociaux? Et puis, une vraie problématique qui est quelle place des entreprises dans le discours, quelle posture adopter et doit-on faire de la gestion de crise au-delà des 48 heures post-émission. Alors, je remercie certains d'entre vous. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait partie du panel, qui ont nourri la réflexion, qui ont amené des questions. Mais voilà, notre volonté très forte avec Nicolas, quand on a commencé à collaborer ensemble et de se poser quel serait le sujet, on a vite trouvé des affinités sur travailler sur Cache Investigation. Voilà, c'était aussi d'aller creuser des questions qui sont des questions de notre communauté de communicants, de professionnels des affaires publiques. Les questionnements étaient très larges, il a fallu choisir un corpus. On a volontairement pris le parti de regarder Twitter parce qu'on ne peut pas regarder tout, et puis que c'est aussi notre bagage et notre savoir-faire chez Saper Védéré de pouvoir analyser, décrypter les conversations sur les réseaux sociaux. Et donc, on a choisi de regarder un corpus de 12 émissions. Il fallait à un moment choisir, définir un cadre. On est parti du 11 septembre 2018 jusqu'à février 2021, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans de données. Ça fait quand même 197 000 tweets et donc 12 émissions sur des thématiques variées. On ne s'est pas mis de barrière non plus là-dessus. C'était vraiment sur une durée et volontairement relativement longue pour pouvoir éventuellement, le cas échéant, voir des tendances émerger. Vous verrez que le nombre de tweets est extrêmement variable par émission. Ça a été déjà un premier enseignement, mais on verra si ça dit autre chose qu'un intérêt éventuel. Donc 12 émissions, pardon, 197 000 tweets et donc 2 ans et demi de données. Les analyses sur les entreprises, donc on a pris toutes les tweets, donc c'est 187 000 tweets, pardon, c'est avec le hashtag cache investigation, parce qu'il fallait quand même pouvoir à un moment resserrer ou avoir une base commune. Et puis on a fait, pour les spécialistes de la recherche des requêtes booléennes, il y a le détail dans le document qu'on mettra à disposition, mais on a donc fait pour la partie sur les entreprises qui font l'objet de conversation, on a fait un focus élargi pour remonter un petit peu plus de données.
Alors, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce qu'on a pu voir dans cette étude? Alors, donc première question, comment se déroule l'émission sur les réseaux sociaux? Donc, sur Twitter en l'espèce. Alors, petit dézoom, la séquence type cache investigation, pour vous, c'est peut-être, pour certains d'entre vous, c'est déjà du connu ou peut-être pas. Petit rappel, le cache investigation, c'est en général pour les communicants une grande durée de stress, entre guillemets, puisqu'on a d'abord, ça commence par une phase d'enquête qui peut être un temps assez long. Là, il n'y a pas d'activité et on regardera de communication en tant que telle, mais c'est des premières prises de contact dans les entreprises, le partage d'informations entre les acteurs économiques, dans les interprofessions. Parfois, on voit apparaître la convergence des investigations avec plusieurs journalistes qui, autour de cache investigation, autour des équipes de première ligne, la maison de production, commencent à s'intéresser à un sujet. Un grand sentiment, une certaine culture du secret, on va dire, ou de la confidentialité des approches en direct des collaborateurs. C'est des choses qu'on connaît bien maintenant, mais qui sont, semble-t-il, aux dernières nouvelles, toujours d'actualité. Une fois que le reportage est bouclé, on va rentrer dans la phase de teasing qui est vraiment visible 2 à 3 semaines avant sur les réseaux sociaux et sur les médias en général. On peut imaginer que le plan média il s'amorce 6 semaines à 6 semaines avant. Un plan presse qui est relativement bien rodé. Il y a la tournée des rédactions, on va dire avec un vrai focus sur les rubriques médias. Évidemment, France 2 met à disposition sa salle de presse et ses propres médias pour mettre en avant le sujet avec des interviews d'Élise Lucet et ou des reporters qui ont mené le sujet. Et puis, la pression monte dans les 48 heures. La semaine précédente, il y a toute la presse hebdo, les quotidiens, et puis les 48 heures précédentes, on voit des passages radio, télé, dans les matinales, etc. Et tout ça, ça s'accompagne du teasing sur les réseaux sociaux, avec des pastilles vidéo bien choisies. Voilà, et là, on est vraiment dans un exercice de teasing. On voit la diffusion et là, la médiatisation de l'émission, c'est le relais sur les réseaux sociaux de France 2, de Cache Investigation, éventuellement de première ligne à maison de production, des journalistes et éventuellement avec des relais aussi, une mobilisation de l'écosystème journalistique qui d'ailleurs peut être pro comme contre et poser des questions. Mais il y a une mise en exergue pendant l'émission. Voilà, il y a un propre exercice de communication de la part des équipes de cache pour simplifier. Et puis, post-émission, on va le voir, il y a une extinction qui est rapide, qui est aussi très dépendante des réactions des entreprises et des organisations qui vont un peu donner le là de est-ce que la séquence s'arrête ou va continuer, on y reviendra. Et puis, des dialogues qui sortent du champ strict des réseaux sociaux pour aller vers d'autres formats, type communiqué, lettre ouverte et droit de réponse. Un bémol à ça, en 2021, le format a changé de l'émission. Vous le savez, maintenant, on a un replay qui est disponible en avance de phase 7 jours avant la diffusion effective de l'émission pour essayer d'engager plus de réactions. Les téléspectateurs peuvent poser des questions. Donc, il faudra voir dans un temps plus lointain si ça a changé les dynamiques. Et donc, si je reviens à ma question de comment ça se passe sur les réseaux sociaux, on voit ça très, très clairement. Donc, on a pris 7 jours avant, 7 jours après la date de l'émission. Donc, vous voyez le 8e jour, donc, sur l'axe de l'ordonnée, vous avez les jours et le volume de tweets. Et donc, on voit très clairement que c'est le jour de l'émission et les 2 jours suivants qui mobilisent le plus, qui génèrent le plus, sur lesquels sont générés le plus de tweets avec une phase d'extinction qui est très rapide. Donc, c'est le nombre de tweets par émission. On voit des pics
le schéma est le même et des volumes de tweets qui sont différents. On y reviendra sur ce sujet-là. Et de façon plus intéressante encore, si je rezoome en termes d'horaire, j'ai un pic qui est très clair. Ça attaque, donc on a choisi volontairement le créneau de la soirée de 19h à minuit. Ça attaque tout doucement à 19h, ça monte, ça monte, ça monte. Donc les gens doivent se dire, on va regarder Cache Investigation. Il y a encore sur les réseaux sociaux, sur les comptes de médias qui relaient l'information. 21h, on a le pic. Donc on se chauffe, on parle, on commente entre 21h et 22h et on voit que ça décline très très vite. Alors, reste à savoir si les gens décrochent parce que c'est pas intéressant ou parce que voilà, il se fait tard. Toujours est-il qu'à minuit, en fait, l'effet est complètement passé et on va voir que, et qu'on l'a vu sur la courbe précédente, ça s'éteint très rapidement dans les 48 heures. Donc ça a été, donc on voit que cette émission, elle est commentée principalement entre 21h et 22h. Ce que ça veut dire, c'est que c'est le point de vigilance si mon entreprise et je sais que c'est là où je vais avoir potentiellement le plus de commentaires et je dois être dans l'ultra-vigilance, mais pas que. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les téléspectateurs et les réseaux sociaux? On aurait aimé dire oui, mais en fait, pas du tout. On a fait l'exercice du percentile, c'est-à-dire définir par 20% le nombre de tweets, le nombre d'utilisateurs et le nombre la part de marché que cela représente. Donc ça, c'est sur notre corpus de 12 émissions. On a défini ces jauges. Et finalement, on se rend compte que Twitter reste un microcosme en termes de personnes actives. C'est-à-dire que donc, l'émission qui a la plus grande part de marché, c'est 12,10 et au-delà. Et finalement, on est dans une volumétrie de 33 000 tweets, 14 000 utilisateurs. Donc, à l'aune, on va dire, de la France, de la société française, finalement, on se rend compte que c'est assez peu. L'émission ayant la plus faible part de marché, 5,8%, ce qui est faible pour Cache Investigation, mais qui n'est pas neutre au niveau national, génère finalement 7000 tweets autour de 3800 utilisateurs. Donc là, on est à l'échelle du village. Donc, des volumétries qui sont assez faibles. C'est un bon enseignement pour nous, pour l'équipe, parce que c'est vrai que pour moi, la première, en tant qu'utilisatrice lambda, je vais regarder, on voit passer des choses toute la soirée. Finalement, on le remet en contexte et on se rend compte que les volumes sont, somme toute, assez limités. Et donc, on n'a aucune corrélation entre le nombre, entre les tweets et les parts d'audience, parce que si on regarde par exemple le sujet qui profite de nos impôts, qui a fait un niveau de tweet assez élevé, on voit que l'audience était finalement assez faible. De la même façon, nos très chères banques finalement étaient un sujet mobilisateur plus dans son niveau d'audience. On a une activité de Twitter qui est finalement assez modérée. Et on voit par exemple sur Plastique, la grande intox qui cumule et une audience et des tweets mais par exemple, on voit que le sujet semences, finalement, a une activité de tweet un petit peu plus modérée. Et en fait, ce qu'on a remarqué, et on va rentrer dans les cartographies de manière très claire, c'est que le niveau de tweet est dépendant des communautés déjà construites et existantes. Typiquement, Lux, les dessous chocs, a beaucoup mobilisé la communauté de protection des animaux, de la vie et de l'environnement. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est le niveau de conversation est en fait plutôt dépendant des communautés existantes et n'a pas de lien avec la part de marché de l'émission, comme je vous l'expliquais. Alors, rentrons maintenant dans qui commente l'émission. Et c'est là qu'on s'est beaucoup amusé parce que
y avait une question. Et pour la petite histoire, c'est Nicolas qui avait problématisé le sujet en parlant d'une émission donc en Belgique de la RTBF. Il avait l'impression que dans les commentaires de l'émission à laquelle il participait toutes les semaines, revenaient souvent les mêmes thématiques, le même profil de questions, etc. Et on s'est demandé, est-ce que c'est les gens tout d'un coup qui regardent Cache d'investigation et se disent, tiens, je vais commenter parce que ce sujet-là m'intéresse, ou est-ce que c'est une base d'ultra fans? Et comment on fait ça? Alors, certains d'entre vous sont déjà familiers, mais pour les nouveaux venus ou pour rappel, ça fait jamais de mal. Pour visualiser, cartographier un écosystème, on utilise la Social Network Analysis, qui est une théorie qui est bien connue. On part du principe, pour cette représentation, que chaque nœud, chaque cercle, est un compte social media. Donc, imaginons donc @Mathilde Bordron, c'est mon Twitter. Spoiler, il ne se passe rien dessus, donc ça ne va pas être votre big reveal. Mais donc, on représente chaque compte, donc @Mathilde Bordron, @Nicolas Van Der Beest, @Étienne Bigot, je vous fais toute l'équipe Sapervédéré, chacun est une petite bulle. Chaque lien et donc les traits qui relient chaque compte est au choix une interaction, donc je te mentionne, ou une relation follower-following. Et on va comptabiliser le nombre de mentions ou le nombre donc interactions ou le nombre de relations. On peut leur donner un sens, puisqu'on donne et on reçoit, ça peut être unilatéral, bilatéral. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, on va dire que les personnes qui reçoivent le plus de mentions ou de relations sont les plus influentes, et on va leur donner une taille de compte qui correspond, on augmente la taille du nœud. Ensuite, l'algorithme va venir attribuer une couleur à ce nœud en identifiant les communautés qui partagent beaucoup, celles qui ont beaucoup de relations ou beaucoup d'interactions, et peu avec les autres. On va commencer à les distinguer. Et puis, l'algorithme de spatialisation fait en sorte que on va, dans l'espace, répartir ce qui était un grand bazar. La slide précédente, tout se superposait. On va l'ordonnancer pour que dans l'espace, les nœuds se groupent par main, et sur un principe d'aimant, comme on dit, les groupes s'attirent ou se rejettent, et on arrive à faire des belles cartographies comme ça. Et donc, ça, c'est la cartographie sur 12 émissions de tous les gens qui ont commenté Cache Investigation. Et donc là, vous vous dites, Mathilde, t'es sympa, mais on voit absolument rien. Ce qu'on a vu et qui a été vraiment très éclairant pour nous, c'est qu'on a des communautés qui sont partisanes. On a des communautés politisées. On retrouve La République En Marche, avec autant des membres du gouvernement que des europhiles, des militants LREM, entre guillemets, de base, et avec un vrai cœur de sujet, c'est la défense contre les attaques de Cache Investigation, avec quelques émissions phares, notamment Égalité Hommes-Femmes, et qui profitent de nos impôts, ce qui est assez logique, puisque aux affaires. On retrouve une communauté droite et nationalisme, avec toutes les nuances de ces tendances politiques, avec un discours d'opposition, une critique du capitalisme, on y reviendra, ce qui se retrouve aussi dans les émissions les plus commentées sur les impôts, nos très chères banques, et aussi l'égalité homme-femme, balance ton salaire, sur des sujets sociétaux. Et enfin, la France insoumise, où on va retrouver autant l'appareil politique avec beaucoup de gens en responsabilité dans le parti, mais aussi des élus locaux, des députés, et de la même façon, une critique du gouvernement, du capitalisme, la défense des causes environnementales et un vrai axe social, ce qui se retrouve aussi dans les émissions commentées.
Ensuite, on a un vrai axe médiatique qui constitue un deuxième grand ensemble avec un média, une communauté médias et politique dans laquelle on va retrouver tous les médias généralistes, les comptes médias, les journalistes, mais aussi partis politiques, excusez, ONG, fédérations. Là, on n'est plus sur un discours d'actualité, de commentaires sur l'émission, et on retrouve quelques émissions phares. Ensuite, on a un deuxième sous-ensemble de médias qui a un axe convergence des luttes, où d'ailleurs on va retrouver assez naturellement, puisque vous voyez qu'ils sont proches, une partie de la France insoumise et puis toute une base de militance antiracistes, de militance féministe. Avec un discours proche de celui de la France insoumise notamment. Ensuite, on a deux sous-ensembles de militance que je choisis volontairement de présenter. Il y a la défense de la cause animale, très mobilisée sur les missions luxe, pêche industrielle et plastique, assez bien naturellement. Et là, on va retrouver autant des médias spécialisés qu'associations, ONG et militants. Et puis, on a la communauté des agriculteurs. Certains d'entre vous savent à quel point voilà, j'ai pu être sensibilisée à ces sujets-là par le passé. On va retrouver cette communauté très structurée de France Agri-Tweetos, de l'agriculture de conservation des sols, tout un axe autour de la FNSEA. Et puis des agriculteurs, des scientifiques avec un axe très fort de défense de la cause des agriculteurs, de critique de l'émission. Sans surprise, on les retrouve bien sûr dans l'émission Hold Up pour nos fruits, sur nos fruits et légumes et pêche industrielle. Et enfin, c'est totalement anecdotique, on a une petite communauté Affaires Apollonia, donc sujet de logement, qui s'est mobilisée sur une émission dédiée aux HLM. Et c'est très éclairant, je pense, pas tellement sur la globalité du corpus et sur Cache Investigation, mais sur la capacité aussi, parfois, sur Twitter, à réunir des victimes. Ils ne sont pas nombreux, mais ils interagissent entre eux, mais ils étaient dans cet écosystème-là. Donc, un écosystème très politique, vous l'avez compris, où on va retrouver autant des élus et des membres du gouvernement. On a un axe avec les députés européens, avec un axe vraiment de gauche, idem pour les élus locaux. Et puis, tout un écosystème de militants influents, de leaders d'opinion, et d'ailleurs certains qu'on a parfois du mal à catégoriser. Pour l'anecdote, voilà, Yvan Le Bloc et d'autres sont parmi les artistes parce que c'est leur première carte de visite, mais ils ont aussi la défense de cause très à cœur et c'est très marqué. Et puis, voilà, des journalistes leaders d'opinion, donc Élise Lucet bien sûr en premier, et puis on va retrouver l'équipe de Mediapart et puis aussi Aude Lancelin. Voilà, donc on est quand même, on voit sur des axes de scène politique, place publique, société et activisme. Donc ça ancre déjà fortement vous voyez, on est vraiment sur un prisme de gauche et des sujets très communs, enfin des axes voilà, clairement définis. On a choisi de zoomer aussi sur la communauté médias et politique, parce que quand on parlait avec les communicants, on s'est dit que ça vous intéresserait. On retrouve dans cette communauté l'axe médias, donc médias et journalistes grand public. Donc là, médias classiques, de l'actualité généraliste. Une communauté plus digitale et communication. Donc là, on va retrouver beaucoup d'individus, des économistes, des communicants, des consultants et aussi les médias spécialisés. Et puis,
un cluster plutôt autour de l'investigation qui va être là dédié plutôt à des journalistes, reporters, chroniqueurs et avec aussi des sujets de société. Ensuite, on va retrouver on retrouve donc dans cette politique deux thématiques, deux clusters thématiques sur égalité des genres, sujet de société s'il y en a, et d'actualité, et environnement écologie, avec voilà, défense de la cause environnementale et animale, discussion autour des thématiques notamment d'agriculture, développement durable et pollution. Un cluster gauche et socialisme, et enfin, on va retrouver deux sous-ensembles, transport ferroviaire et santé, où là, on va retrouver médecins, professeurs. Je suis désolée, je regarde sur mon écran à gauche, c'est trop petit pour moi sur voilà. Donc là, on va retrouver toute la communauté médicale, scientifique, qui va parler des sujets de santé publique et d'égalité salariale. Et on a ensuite zoomé sur la communauté médias et convergence des luttes, sur lesquelles on va retrouver, et là c'était assez intéressant, donc on retrouve deux axes, enfin, l'axe médias journalistes et journalistes leaders d'opinion, qui portent les thématiques qui leur sont propres. Et de manière assez intéressante, on a vu un cluster afroféminisme avec des thématiques très spécifiques autour de l'inclusion sociale, le racisme, l'égalité des chances. Et un sous-ensemble également, féminisme et convergence des luttes, les deux étant effectivement assez proches. Le cluster féminisme et convergence des luttes étant beaucoup plus positionné dans la critique du gouvernement du capitalisme que peut l'être l'afroféminisme. Et puis, alors, il y a un sous-ensemble qu'on a appelé divers parce que là, on retrouve des tweetos militants, des comptes d'humour et qui se réunit autour de la critique ou du commentaire sur certaines émissions. Et un sous-ensemble Mediapart et extrême gauche qui était dessiné très clairement et dont on voit qu'il est assez dense. Et toujours autour des thématiques d'opposition et de critique du capitalisme. Et donc, si on va un petit peu plus loin dans l'analyse, on voit qu'en fait, il y a des communautés d'extrêmes qui sont toujours, qui sont un petit peu les habitués. Donc, vous voyez donc comment lire le graphe de gauche. Donc, j'ai appris plein de choses en cette étude avec l'équipe. Donc, le box plot, c'est la répartition de la proportion des auteurs issus de chaque communauté par émission. Et donc, on voit, donc typiquement, si je prends les agriculteurs, si vous prenez la boîte verte, c'est la moyenne en général sur toutes les émissions. Et on voit qu'ils sont fortement mobilisés sur les conversations hold-up sur nos fruits et légumes, puisqu'ils ont représenté plus de 80%, 80% des commentaires et des conversations. Donc, une communauté extrêmement construite et mobilisée qui n'hésite pas à monter au créneau pour corriger, critiquer le contenu de l'émission. Avec, je pense, une spécificité, c'est que les agriculteurs, un agriculteur égale une entreprise. Donc, c'est tout un secteur économique qui se mobilise, ce qui n'est pas forcément réplicable aux autres secteurs d'activité qui ont pu être critiqués par l'émission. On voit donc les communautés habituées de l'émission et qui restent à peu près toujours dans les mêmes proportions. C'est la France Insoumise, LFI, le nationalisme et les isolés. Et puis, comme je disais, il y a des effets très spécifiques sur certaines émissions. Donc, les agriculteurs, j'en ai parlé. LREM sur le sujet des impôts qui s'est fortement mobilisé. Donc,
Ils sont en bleu marine, et c'est le petit point donc au milieu. Et puis sur la cause animale, une vraie activité de la communauté cause animale sur l'émission dédiée au luxe et donc en creux à la fourrure, donc avec plus de 60% des prises de parole. On a ensuite voulu regarder les reprises, on a analysé quels étaient les médias qui parlaient le plus. Donc, il y a une vraie reprise des médias généralistes. On voit quand même une forte prévalence de la presse média, dans laquelle il y a notamment Télérama, on peut inclure l'Obs en partie, Les Inrecuptibles, et puis des reprises de vidéos avec Brut et parfois aussi Quotidien. Il y a une bonne pluralité, mais voilà, on a quand même le sentiment qu'on retrouve certains prismes de lecture ou d'intérêt, y compris dans la couverture médiatique. En termes d'individus, si on a sorti le top 10 des plus actifs, sans surprise, on retrouve la France insoumise, qui est par le compte du parti et par les individus est bien représenté dans ce top 10. Un axe européen que personnellement j'ai trouvé très intéressant, avec Éric Andrieux et Angélique Delahaye qui sont montés au créneau sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Et là, sur le cas d'Éric Andrieux, on est vraiment sur des proportions. Vous voyez, 37 tweets, il fait quasiment 3 fois ce que fait la deuxième, Mathilde Panot. Donc, ça a été aussi très éclairant de mon point de vue. Alors, tous ces gens, on a vu qui parlent, donc qui parlent de cache investigation, mais on aimerait bien savoir ce qu'ils se disent, hein. Et donc, on a cartographié les conversations. Et on se rend compte que la cartographie se construit autour des émissions, à une exception. Et là, on retrouve aussi un bloc France Insoumise qui est l'exception. Donc, les communautés, les clusters de conversation les plus visibles, on retrouve Plastique, la grande intox. Au secours, mon patron est un algorithme. On retrouve les semences et nos très chères banques qui ont mobilisé beaucoup de conversations. Et si je vais un petit peu plus loin dans l'analyse, on a fait un opinion mining. Finalement, par grande thématique, on a retrouvé 4 grandes thématiques. Il y a un axe très clair, anticapitalisme, qui, sur 2 ans d'émission, s'est retrouvé. Le sujet des banques, le sujet des impôts, mais aussi les sujets dédiés mon patron est un algorithme. Voilà, il y a une critique du capitalisme, il y a une opposition et une polarisation du débat de ce point de vue-là. Il y a un axe social très très fort et dans dans des émissions très diversifiées. Donc les inégalités salariales sont toujours d'actualité. Donc ça c'était égalité hommes-femmes. Sur les sujets de santé, le sujet des infirmières françaises pas assez rémunérées est ressorti assez fortement. Le service civique, travail dissimulé, et puis le sujet des entreprises de livraison qui fichent les grévistes. Donc, c'était le sujet qui, notamment, donc mon patron est un algorithme, et voilà, mais avec toujours cette tonalité très sociale. Il y a un axe environnement santé publique dans lequel on va retrouver tous les sujets de causes animales, de pollution environnementale, de mode de production, tous les sujets de production agroalimentaire, système agricole, et aussi le sujet de santé publique sur les implants médicaux et le manque de contrôle présumé des autorités sanitaires.
Et puis, un dernier axe qui est le sujet de la fiscalité et avec deux axes, l'évasion fiscale des grands groupes de luxe, qui était donc sur luxe à la grande évasion, et puis une mention, alors un peu plus en retrait, mais sur les sujets des flux financiers liés au trafic de cannabis. Ça a vraiment été très éclairant de voir, voilà, on a 4 grandes thématiques qui sont couvertes par les commentateurs de Cache Investigation. Ensuite, on est allé regarder quelles sont les entreprises les plus discutées. Et de la même façon qu'on avait regardé les mentions globales sur 15 jours, on a fait le même exercice, mais là en regardant les mentions par entreprise. Et donc, on retrouve certaines des entreprises que vous connaissez qui ont été épinglées selon les différents sujets. Donc, bon, LVMH, ça parle de soi-même, c'était LVMH, Kering, Max Mara, c'est l'émission du luxe. Et puis, voilà, vous allez pouvoir répartir les uns et les autres en fonction des émissions. On voit très clairement cet effet de pic et de décrue très rapide sur les mentions des entreprises. Et si on a une autre vue sur le niveau d'activité, on s'est amusé à faire le top 5. Donc là, on est plus large que les 197 000 tweets que je mentionnais. Ce sont les tweets sur les noms des entreprises qu'on a identifiés. Donc, prend sur 353 000 tweets. Donc sur une période, toujours sur ce principe de 15 jours, 113 000 auteurs. Et on voit qu'on retrouve un top 5 qui est relativement cohérent, donc à quelques exceptions près. Mais donc, on a top 5, donc les entreprises les plus mentionnées pendant les périodes de débat, donc Coca-Cola, Max Mara, Deliveroo, Kering et Limagrain. Donc, le petit bonhomme rouge, c'est Limagrain qui a été fort épinglé dans le sujet sur les fruits et légumes. On a le top 5 des entreprises dont on a parlé sur Twitter en dehors de la période et avec la plus grande part des mentions pendant les périodes de débat. Et finalement, tout cela est relativement cohérent. On retrouve un top 5 finalement cohérent. Ce qu'on voit quand même, c'est que hormis Kering, on descend assez vite, enfin, dans ce top 5, on va descendre assez vite dans le nombre de mentions hors période de débat. Donc, on voit que ça met en exergue des entreprises qui ont finalement peu d'activité le reste de l'année. Pour Kering, voilà, qui est top 1, finalement, il y a 479 mentions hors période de débat, il passe à 3200. Bon, ça donne quand même alors que dans le cas de Limagrain, on fait quasiment un fois 30. Enfin, vous me pardonnerez les arrondis. Mais voilà, c'est pour donner aussi des perspectives. Et on voit quelles sont les entreprises qui ont été les plus mentionnées. Donc, et donc, Deliveroo avait vraiment fait beaucoup parler d'elle dans cette émission sur Mon patron est un algorithme. Et on voit que Max Mara Max Mara qui a finalement très peu de tweets le reste de l'année, très peu de mentions. Il y a eu vraiment un bond très clair et prend la plus grande part autour de l'émission du luxe des mentions. Donc, il y a un vrai effet, cet épiphénomène, on le voit. Et si on regarde quelles ont été les émissions les plus commentées par communauté, on retrouve quand même vraiment toujours ces sujets égalité homme-femme, luxe, les multinationales sur les fruits et légumes et les impôts. Et je vous laisserai, pour ceux que ça intéresse, regarder plus en détail cette carte d'identité.
Et ce qui nous amène tranquillement vers la dernière, et puis je vois que je suis extrêmement bavarde et qu'il va falloir un moment laisser la place peut-être pour un temps d'échange. Sur les ingrédients d'une bonne riposte, je pense qu'on a tous connu au fil des années le DG ou voilà, le client qui nous dit, mais alors, c'est quoi la bonne riposte? Clairement, on n'a pas la prétention d'avoir une solution toute prête, ce serait d'ailleurs inquiétant. Mais on a voulu apporter un petit éclairage et un petit zoom sur des sujets qu'on a vus sur cette période. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ma pratique professionnelle en faisant cette étude, c'est que finalement, sur les 2 dernières années, il n'y a qu'une entreprise sur laquelle on a pu identifier vraiment un sujet de riposte, alors que je pense qu'il y a 4 ou 5 ans, il y avait beaucoup plus de réponses structurées et qui finalement, cette pratique-là n'est plus systématique. Ce que l'Imagrin a fait, donc, c'est 11 tweets qui ont généré quand même 962 retweets, notamment par la forte mobilisation de la communauté agricole. Ils ont eu une défense qui a été appuyée, qui s'est appuyée sur son expertise du monde agricole, un discours d'expertise, donc la mise en avant de l'inexactitude de certains chiffres utilisés par Cache Investigation et la mise en avant de son respect, la défense de ses engagements sociaux, sociétaux avec des formats extrêmement variés. Il y avait une vidéo, il y avait un communiqué de presse. Ils n'ont pas hésité à interpeller Cache Investigation, c'est donc sur le compte qui est tout en direct avec des visuels assez choquants, des données qui peuvent vraiment interpeller sur le travail des enfants. Et donc, en direct, l'Imagrin a répondu, les chiffres ne sont, les calculs ne sont pas bons, les chiffres sont caducs, vous prenez un rapport de 2015. Et on voit, et on a vu très clairement que cette défense a bénéficié d'un écho, non probablement parce qu'elle était pertinente, mais surtout parce que sur Twitter, sur ce sujet-là, il y a une communauté qui est préexistante et qui est très réactive. On connaît les agriculteurs, on connaît les communautés d'agriculture en général et qui s'est beaucoup, beaucoup structuré au cours de ces dernières années. Il y a eu, le lendemain de la diffusion, la séquence ne s'est pas arrêtée tout de suite parce que l'Imagrin a choisi de publier un communiqué de presse pour démentir plus précisément les propos de Cache Investigation. Donc, ils ont démonté. C'était entre un communiqué de presse et une lettre ouverte. Et ça a réouvert une séquence, pas tellement sur Twitter, mais ça a ouvert une nouvelle séquence médiatique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on tape l'Imagrin Cache Investigation, ça sort assez tôt et c'est plutôt en faveur de l'Imagrin. Donc finalement, c'est assez malin parce que les titres qui sont sortis de cette activation ont laissé une trace et c'est un élément de réflexion sur la trace longue. Pour la petite histoire, il y aura un contre-communiqué de Cache Investigation qui finalement a été assez peu relayé. L'émission, enfin la production a dévoilé qu'ils avaient effectivement choisi, qu'ils avaient envoyé un recommandé à l'Imagrin, donc c'est très éclairant sur les méthodes, qu'ils avaient envoyé un recommandé avec avis de réception indiquant qu'ils n'utiliseraient pas des documents fournis par l'Imagrin, qu'ils avaient jugé irrecevables et que assez ironiquement, ils dévoilent à l'occasion de se communiquer. Bon, il y a un petit disconnect là, j'ai trouvé. Et donc, comme je disais, on a donc un effet de riposte assez court, mais qui laisse une trace, peut-être probablement plus que des discussions sur Twitter avec voilà, une trace numérique sur des titres de presse de bon calibre et extrêmement crédibles avec, voilà, on est sur réussir la France agricole, là on est sur un sujet B2B et donc lisible des cibles et aussi des parties prenantes de tout ce monde agricole et de production alimentaire, mais aussi de manière assez intéressante, Télé Loisirs. Alors, le nom de l'entreprise n'est pas dans le titre, mais il y avait quand même un article qui était joint.
Un autre exemple de riposte qui nous a vraiment interpellés quand on a regardé tous ces sujets-là, c'est le ministère de la Solidarité, des Solidarités et de la Santé, pardon. Et c'est le seul exemple qu'on a trouvé sur la période qui a live tweeté pendant même l'émission dédiée aux Implant Files, qui a été diffusée en novembre 2018. Pour mémoire, c'était une émission qui avait quand même un retentissement européen parce que portée par le consortium international des journalistes d'investigation. Euh, et de manière assez exceptionnelle, Agnès Buzyn, à l'époque, avait accepté de répondre et avait donné une interview sur le sujet. Et ça, je pense, qui était finalement assez malin. Donc, elle s'est exprimée notamment sur le sujet des autorisations mises sur le marché et donc du système de marquage CE et d'organismes de notification qui est très spécifique à la communauté européenne. Et je pense ils avaient très clairement compris la nécessité de faire cette pédagogie-là auprès du public. Bon, il y a eu 144 tweets, on peut s'interroger sur l'atteinte des objectifs et la performance, mais c'est assez unique pour être souligné que voilà, un compte officiel a réagi à Cache Investigation sous le format d'un thread. Avec au milieu en bas, vous voyez une mise en exergue. Là, on est dans la politique avec la France pousse les autorités européennes à renforcer les contrôles et la surveillance des dispositifs médicaux. Voilà, donc c'était aussi un focus qu'on voulait vous présenter. Et donc, la question qui se pose, c'est quelle stratégie adopter face à un sujet cache investigation. En général, ça commence par une interpro qui envoie un email à ses opérants. Attention, on pense qu'ils sont en train de bouger. Je pense qu'il faut toujours évaluer l'impact de l'émission et de sa narration sur les cibles et les parties prenantes prioritaires. Cache Investigation, c'est une émission grand public. Si je suis un acteur du B2B, est-ce que ça va vraiment changer la perception de mes parties prenantes, de mes clients qui connaissent mes produits, qui les choisissent pour une raison spécifique? Est-ce que ça va, voilà, si je suis une marque grand public, est-ce que je risque un vrai sujet de désaffection? Voilà. La problématique soulevée est-elle nouvelle, est-elle complètement nouvelle? Est-elle connue? Est-ce que j'ai des éléments de réponse? Enfin, quels sont mes éléments de réponse? Est-ce que mon argumentaire pourra trouver un écho? Et voilà, est-ce que mes cibles et parties prenantes peuvent aussi être des alliés naturels? Voilà, donc ça, c'est cette phase d'analyse et on va y venir plus en détail sur comment le faire. Mais je pense que c'est vraiment important de faire un pas de côté, regarder le sujet un peu froidement. Il y a une priorité qui est bien sûr d'informer vos communautés, vos KOL. Dans le cas de communautés structurées, favoriser aussi la mobilisation autour de l'émission. Ça peut être même des micro-communautés, mais c'est toujours ça de prix sur des sujets sur lesquels j'ai travaillé plus récemment, sur le vapotage et des communautés extrêmement structurées sur lesquelles on peut travailler avec les parties prenantes pour œuvrer notamment à une meilleure pédagogie, une meilleure information. Former, informer les équipes et les collaborateurs internes. Je pense que certains d'entre vous que j'ai vu participer aujourd'hui le font depuis plusieurs années, forment les équipes à être aussi des ambassadeurs et en donnant des éléments de décryptage sur l'émission. C'est toujours un moment de tension assez extrême pour les équipes qui découvrent que l'entreprise à laquelle ils sont attachés, à laquelle ils croient tellement, peut être l'objet d'attaques très fortes. Donc, c'est important aussi de mettre en contexte, et c'est là que des cartographies telles qu'on les fait, des métriques sur le volume de tweets, sur l'audience, etc., sont importantes, permettent de relativiser et de faire retomber un petit peu la pression.
Et puis donner également des clés pour gérer éventuellement les interpellations, parce que si je suis un barbecue, alors certains sur le coup le reconnaîtront mes analogies, enfin mes mises en contexte habituelles, mais si je suis à un barbecue le dimanche et qu'on me dit ah, ta boîte elle est vraiment nulle, qu'est-ce que vous faites pour le plastique, ou qu'est-ce que c'est que cette histoire de chasse, enfin de pêche en dehors des eaux territoriales, ça va pas du tout. Il faut aussi avoir donné aux collaborateurs les moyens de gérer et de défendre l'entreprise à laquelle ils sont attachés. La mesure objective, j'en ai parlé, c'est un facteur clé et nous on le martèlera toujours parce que voilà, la donnée et son analyse doit permettre d'objectiver la prise de décision. Et puis il y a évidemment une veille à engager en amont dès la connaissance du sujet, avec des fréquences qui évoluent voilà, au fur et à mesure de l'approche de la diffusion. Voilà, on va se dire sur la dernière semaine, on passe à des updates en temps réel. Et il faut avoir définir aussi, de la façon qu'on a fait notre tableau avec les percentiles, c'est se donner des grilles ou des critères d'activation qui peuvent être quantitatifs ou qualitatifs pour définir, mais déjà me mettre dans un schéma éventuel, action, réaction, riposte graduée, sur quels canaux. Est-ce que c'est une pure approche quantitative de volume et de nombre de mentions? Est-ce que c'est aussi un facteur qualitatif, c'est-à-dire de la tonalité? On considère que si on est neutre, on y va. À partir de 20% de négatif, on ouvre le sujet. Voilà, il faut avoir cette réflexion-là. Et puis, en cas de crise avérée, c'est-à-dire tel Max Marin, je passe de 100 tweets à 3000 tweets en une soirée, il faut se poser la question, voilà, la gestion, je pense, à chaud, mais aussi d'une stratégie de sortie de crise et ou de restauration de l'image sur les problématiques spécifiques. Voilà, en repartant évidemment toujours de mes signes, mes objectifs réputationnels et quels sont voilà, mes territoires d'acceptabilité sociétale. Si je suis une marque de luxe, ce n'est pas les mêmes si je suis petit navire. Voilà, mes parties prenantes, mes canaux de distribution, etc. Petit focus sur les éléments de préparation, si on le reprend dans la temporalité. Donc là, on va aller plutôt dans l'opérationnalité des choses, parce que voilà, j'espère Valérie, on voit du macro à la micro-opérationnalité. Donc toute la phase préparatoire, bah, c'est prendre la température du teasing, donc voilà, la veille, voir quand le sujet sort, parce qu'en général, on le sait d'avance qu'il y a eu un sujet en préparation, suivre son évolution au jour le jour, définir les mots-clés correctement, c'est-à-dire autour de la problématique de l'entreprise, et s'assurer de ne pas avoir de bruit qui pollue mon analyse. Donc ça, c'est aussi le travail des experts analystes. La cellule de riposte qui est essentielle. Alors, il y a plein de canaux possibles, hein, WhatsApp, Telegram, Signal, Slack. Nous, chez nous, on est agnostique, mais voilà, on va choisir ce qui est le plus pratique pour les personnes qui vont composer cette cellule de crise. Et donc, il faut très en amont aussi bien se poser la question. Et là, on rentre dans les commandements de la gestion de crise, mais voilà, qui a besoin de l'information, mais aussi toutes les personnes dont on aura besoin pour pouvoir réagir. Typiquement, il n'est pas inutile d'intégrer assez vite un juriste, par exemple, ou une personne des opérations qui pourront l'un valider des réponses, l'autre apporter des éclairages techniques. Voilà, il faut bien se donner le temps de la composition de cette cellule. Informer les employés, donc annoncer l'émission, ce que l'on en sait, fournir une réponse claire et s'assurer de leur engagement et de leur onboarding. Pendant l'émission, il y a en gros, à notre sens, deux stratégies, hein, même si on en voit une qui émerge plus sur ce corpus de 2 ans. C'est toujours un sujet de balance bénéfice-risque à communiquer.
L'offensive, donc là, ça requiert beaucoup, ça requiert pas mal de préparation, enfin, dans les deux cas de figure, mais c'est très en amont, avoir quand on a cerné les problématiques ou ce qu'on imagine être les problématiques, avoir des contenus prêts à l'emploi, donc bien recenser aussi tous mes collatéraux, vidéos, infographies, qui sont importants aussi pour interpeller. Il faut aussi être pour cette stratégie-là, elle a aussi un prérequis qui est d'avoir des gens qui vont pouvoir amplifier mon message. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir une bonne adéquation entre mes messages et les communautés et l'audience sur lesquelles on compte s'appuyer. La stratégie du silence, pendant l'émission, on a vu que la volumétrie de tweets, elle diminue très vite. Donc, ça peut être très clairement une stratégie de se dire qu'on va écouter attentivement les conversations et qu'on jugera au fil de l'eau dans quelle mesure on doit communiquer ou non. On peut aussi choisir à l'issue de l'émission de se concentrer sur l'interne, sur une communication de gré à gré vis-à-vis des parties prenantes, apporter des éléments de réponse, mais ne pas en faire une communication publique ou médiatique. Et puis après l'émission, souvent on soupire, il y a un grand soupir de soulagement, finalement, c'était pas si pire. Je pense que la pire erreur, ce serait d'en rester là. Il faut prendre la mesure de l'impact et puis pouvoir aussi faire, faire, pardon, hop, voilà, j'essaye je vous prie de m'excuser, j'ai fait des petites sottises. Après l'émission, donc il faut pouvoir prendre un temps de retour d'expérience, analyser ce qui s'est passé et qui peut être aussi très intéressant pour nourrir des stratégies, de voir qui ont été les personnes qui ont conversé, et est-ce qu'il y a un suivi, et puis et Nicolas se fâchera si je ne le dis pas, mais il faut, Nicolas et d'autres d'ailleurs, garder bien à l'esprit de faire cette distinction entre les réseaux sociaux et la vie réelle, donc toujours se reconnecter et toujours faire ces ponts entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et les autres lieux de conversation ou d'échange. Voilà, donc en conclusion, on voit dans la temporalité voilà, 4 temps forts, une activité très ramassée, des audiences qui se ressemblent beaucoup et qui s'appuient sur des communautés préexistantes avec des médias fortement, enfin, en proportion assez marquée à gauche. De l'engagement politique, enfin de communautés politiques pour pousser des éléments de langage, c'est notamment le cas, je l'ai dit, sur le sujet des impôts, mais c'est aussi le cas sur la cause animale ou sur des sujets agricoles. 4 thématiques, et ça, c'est vraiment, je trouve, voilà, 4 axes principaux d'engagement. Donc, le social, la fiscalité, environnement, santé et anticapitalisme. Donc, ça donne quand même un terrain de jeu qui est assez défini, à mon sens. Peu de réponses des entreprises depuis 2 ans. Je pense que si on remontait en arrière, il y avait eu beaucoup plus d'échanges. Je me souviens notamment d'une émission dédiée à l'eau sur laquelle Veolia était très, très active et était fortement montée au créneau. Et puis, en conclusion, en fait, un impact qui est assez limité. Beaucoup de tweets, mais si on regarde par émission et qu'on fait ce travail de percentile, on se rend compte qu'il y a finalement assez peu je prie de m'excuser parce qu'on me fait des signes. Voilà. Donc, je reviens sur le bon écran, parce que je ne voyais pas la même chose que vous. Et on se rend compte que les volumétries sont assez faibles. Et donc, sur Twitter, l'impact réputationnel pourrait être limité. La réalité d'un écho médiatique qui, du coup, peut faire vivre les séquences un peu plus loin.
Voilà, en conclusion, ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelques questions dans le chat, donc je vais les regarder tout de suite. Une question, alors, de Florence. Donc, merci Florence pour cette question. Est-ce que sur la base de votre analyse, on peut déduire que Cash Investigation a perdu de son aura et de son impact? Non, je ne pense pas qu'on puisse déduire ça. On voit que des parts de marché sont relativement stables. Nous, ce qu'on voit, c'est que les conversations mobilisent toujours les mêmes personnes et les mêmes communautés. Il y a une base de fans fidèles. Ce serait spéculer de dire que c'est plus que ça aujourd'hui. Alors, Isabelle, une autre question d'Isabelle, super intéressant et plutôt rassurant, merci, sur le fait que Cash ne fait pas autant de bruit qu'on le pense. Est-ce que cela vaut encore le coup de se préparer pour un Cash Investigation comme on le faisait avant? Définitivement oui. Je pense que ça n'a pas changé. Il y a toujours cette analyse bénéfice-risque à faire. Voilà. Et pour faire cette analyse bénéfice-risque, il faut déjà avoir des éléments tangibles, des éléments mesurés. Donc, très clairement, la veille est un incontournable. Je pense aussi très prosaïquement que c'est aussi l'occasion des fois de se remettre un petit peu en tension avec des simulations. Alors, peut-être pas une simulation de crise, mais ça peut être l'occasion de refaire un média training. Ça peut être l'occasion de remettre à plat des éléments de langage, des Q&A sur des sujets sur lesquels on se sait peut-être un petit peu plus faible. Et donc, oui, il faut se préparer. Mais je pense qu'il faut quand même se donner voilà, le pas de recul, comme je disais, pour l'essentiel est d'avoir les armes pour pouvoir se mobiliser si on en a besoin. Alors, Guillaume, je continue. Merci Guillaume. Certaines entreprises dénoncent dans leur CP des montages abusifs de cash. Un conseil à en mettre en place ne serait-il pas de filmer soi-même les interviews, quitte à rediffuser sur les réseaux sociaux les réponses in extenso que l'émission aurait pu couper? Effectivement, c'est devenu, je veux dire, un petit peu la pratique standard de contre-enregistrer les émissions et de les avoir dans sa musette. Ça irrite un peu l'équipe, hein, très clairement, de Cash Investigation, mais ça peut être une bonne pratique. Le sujet de les diffuser sur les réseaux sociaux, là, je suis un peu plus mesurée parce que je pense que ce qu'on voit très clairement sur les réseaux sociaux, c'est qu'au bout de 48 heures, ça s'arrête. Et pour moi, là, le sujet, c'est don't feed the troll, enfin, c'est de ne pas continuer à nourrir une séquence qui ne nous est pas forcément favorable. Donc, pourquoi pas, mais toujours sur la base de l'activité, à mon sens, c'est pas la peine de relancer sa propre crise dans la crise. Voilà, quand ça s'éteint, enfin voilà, principe de gestion de crise générale, quand l'activité décroît, on se fait plutôt discret. Alors, donc Guillaume, par rapport aux questions précédentes, est-ce que vous avez regardé sur les émissions récentes l'impact sur LinkedIn ou Facebook pour évaluer l'écho d'un sujet? Le dernier consacré aux données de santé a été très repris sur LinkedIn et sur Facebook, forçant d'ailleurs la société Igvia, fortement mise en cause, à diffuser un communiqué sur LinkedIn, réseau social d'habitude peu critique. Non, on n'a pas regardé. Ça pourra faire le sujet d'une prochaine étude, puisqu'on en fait tout le temps. Et c'est vrai on a pas volontairement délimité le champ de l'étude, mais c'est une très bonne problématique que vous posez là.